Il est 22 heures. Après une longue journée de travail, tu prends ta douche, tu te brosses les dents et tu vas te coucher. Tous les soirs, tu t'endors, puis sans t'en rendre compte, il n'y a plus rien. Plus d'images, plus de pensées, plus de sensations. Et quelques heures plus tard, tu réouvres les yeux et tout revient d'un coup. Le monde, ton corps, tes souvenirs. Pourtant, pendant ce temps-là, ton cerveau fonctionnait bien. Ton cœur battait et ton corps respirait. Mais toi, tu n'étais plus vraiment présent. Où étais-tu, exactement, pendant que le monde continuait à tourner? Chaque nuit, la conscience disparaît, puis revient. Et on trouve ça parfaitement normal. Ce que je viens de raconter, ce n'est pas une théorie. C'est quelque chose que tu vis tous les jours. Chaque nuit, quand tu dors profondément, il n'y a plus rien à percevoir. Puis tu te réveilles et le monde revient. Pendant ce temps-là, ton corps fonctionne, ton cerveau reste actif, mais l'expérience, elle, s'est arrêtée. Ce qui disparaît et réapparaît ainsi, ce n'est pas un objet, c'est ce qui permet au monde d'exister pour toi. Les humains essaient de comprendre ça depuis longtemps, les religions ont parlé d'âme, les philosophes d'esprit, la science, aujourd'hui, parle de conscience. Dans cette vidéo, on va voir comment cette idée a évolué au fil du temps, ce que la science en dit aujourd'hui, et pourquoi ce sujet reste si fascinant. Bien avant les théories, bien avant les religions organisées, bien avant même l'écriture, il y a une chose que les êtres humains ont toujours faite, ils ont fait l'expérience d'eux-mêmes. Cette affirmation peut sembler évidente, elle l'est, et justement c'est pour cela qu'on oublie de la questionner. Partout où l'on trouve des traces humaines anciennes, sur tous les continents, on observe la même chose. L'homme ne se contente pas de survivre, il donne du sens à ce qu'il vit. Les premières sépultures connues ne sont pas de simples dépôts de corps, on y retrouve des positions particulières, des objets, des pigments, parfois des gestes répétés sur plusieurs générations. Autrement dit, très tôt dans son histoire, l'être humain agit comme si la mort n'était pas qu'un arrêt mécanique, comme si quelque chose avait été là et s'était retiré. Ce quelque chose, il ne le voyait pas, il ne pouvait pas le mesurer, mais il en faisait l'expérience directe. Car avant de comprendre le monde, avant de le nommer, avant même de le raconter, l'être humain se savait présent à lui-même. Il ressentait la peur, le désir, la douleur, la joie, l'élan de vivre, et surtout il faisait l'expérience de quelque chose d'étrange. Le monde apparaît pour quelqu'un. Fermez les yeux un instant, le monde extérieur disparaît, mais il reste toujours quelque chose, une présence, un point de vue, un vécu intérieur. Cette expérience n'a pas attendu la philosophie pour exister. Les philosophes sont arrivés bien plus tard, quand il a fallu mettre des mots sur ce vécu. Ce n'est pas un hasard si, dans des cultures très éloignées les unes des autres, on retrouve les mêmes intuitions fondamentales. Dans de nombreuses langues anciennes, les mots qui désignent la vie, l'âme ou l'esprit sont souvent liés au souffle, à la respiration ou à l'air. Pourquoi ? Parce que le souffle est ce qui anime le corps, disparaît à la mort et ne se laisse jamais saisir. Ce n'est pas encore une théorie de la conscience, c'est une intuition vécue, partagée et incarnée. L'homme ancien ne se demande pas qu'est-ce que la conscience, il se demande plutôt qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui perçoit à travers moi, pourquoi je suis là et pas simplement un corps inerte. Ce point est essentiel pour comprendre la suite. La conscience n'est pas née comme un problème intellectuel, elle est née comme une évidence intérieure. Une évidence si immédiate qu'elle n'avait pas besoin d'être prouvée. Une évidence vécue avant d'être pensée. C'est seulement plus tard, quand l'homme a commencé à réfléchir sur lui-même, douter de ses récits, chercher des explications plus rationnelles, que cette évidence est devenue mystérieuse. Mais à l'origine, il n'y avait ni science, ni métaphysique, ni dogme. Il y avait simplement cette certitude silencieuse, il y a quelque chose que ça fait d'être en vie. Et c'est précisément parce que cette expérience est universelle, intime et impossible à ignorer qu'elle va donner naissance à toutes les tentatives humaines pour la comprendre. Les mythes, les âmes, les esprits, les dieux, puis bien plus tard, les concepts, les modèles, les neurones. Mais avant tout cela, avant les récits et les explications, il y avait quelque chose, simple, brut, irréductible, une conscience vécue de l'intérieur. Lorsque les humains ont commencé à chercher des explications à cette expérience intérieure, cette présence vécue, ce sentiment d'être en vie, ils ne disposaient ni de sciences expérimentales, ni de modèles biologiques, ni de neurosciences. Ils ont donc fait ce que l'humanité a toujours fait face à l'invisible, ils ont raconté des histoires. Mais attention, ces mythes ne sont pas des fantaisies gratuites. Ils sont des tentatives d'explication construites à partir de l'expérience directe du monde et du corps. Dans les sociétés anciennes, la conscience n'est pas pensée comme un phénomène abstrait ou mental. Elle est comprise comme ce qui anime le corps, ce qui fait la différence entre un être vivant et un corps sans vie. C'est pour cette raison que l'on retrouve, dans des cultures très éloignées géographiquement et historiquement, une même idée centrale, la vie est liée à un principe invisible. Ce principe n'est pas observé directement, mais il est déduit de signes très concrets. La respiration,
la chaleur du corps, le mouvement, la capacité à percevoir et agir. Lorsque ces signes disparaissent, l'être humain n'est plus là, il ne reste qu'un corps. C'est ainsi que naissent les premières grandes notions explicatives, l'âme, l'esprit, le souffle vital, le principe animant. Ces concepts ne décrivent pas encore une conscience au sens moderne, ils servent à répondre à une question simple et pragmatique. Qu'est-ce qui fait qu'un être vivant et qu'il fait l'expérience du monde? La réponse est presque toujours la même, quelque chose d'invisible, de non matériel, mais essentiel. Les mythes jouent alors un rôle fondamental, ils ne cherchent pas à analyser la conscience, mais à l'intégrer dans une vision cohérente du monde. La conscience n'est pas isolée dans l'individu, elle est reliée à la nature, aux ancêtres, aux forces, parfois aux dieux. Autrement dit, l'expérience intérieure n'est pas encore séparée du reste du réel, elle fait partie d'un tout. Ce point est très important pour comprendre la suite de l'histoire. Dans les cultures, la conscience n'est pas un problème à résoudre. Elle n'est pas une énigme scientifique, elle est une évidence intégrée dans un récit collectif. On ne se demande pas où se situe la conscience dans le cerveau, on se demande plutôt comment vivre en accord avec ce qui nous anime, comment préserver ce souffle vital, comment éviter de le perdre. La conscience est donc pensée en termes de continuité, équilibre, relation. Mais cette façon de voir a aussi ses limites. Les mythes expliquent le sens, mais pas le fonctionnement. Ils donnent une place à l'expérience intérieure, mais ils ne permettent pas de la questionner de manière critique. Et progressivement, à mesure que les sociétés se complexifient, une nouvelle attitude apparaît, le besoin de comprendre autrement. À mesure que les sociétés humaines se structurent, villes, lois, hiérarchies, écriture, la question de ce qui anime l'être humain prend une nouvelle dimension. Les consciences ne concernent plus seulement la vie biologique ou le lien avec la nature. Elle devient progressivement liée à la condition humaine, au bien et au mal, et à la responsabilité individuelle. C'est à ce moment-là que les grandes traditions religieuses vont jouer un rôle central. Dans les religions antiques puis monothéistes, l'idée d'un principe intérieur persiste. Âme, esprit, souffle. Mais sa fonction change. Ce principe n'est plus seulement ce qui rend vivant, il devient aussi ce qui pense, ce qui choisit, ce qui peut être jugé. Autrement dit, la conscience commence à être associée à la moralité. Ce glissement est fondamental. L'expérience intérieure n'est plus seulement un fait, elle devient un enjeu. L'être humain n'est pas seulement conscient, il est responsable de ce qu'il fait de sa conscience. Ses intentions, ses pensées, ses choix intérieurs comptent désormais autant que ses actes visibles. C'est dans ce cadre que se développe l'idée d'une conscience capable de discerner le bien du mal, de ressentir la faute, d'éprouver de la culpabilité et de chercher de la rédemption. La conscience devient un lieu intérieur, un espace où se joue quelque chose de décisif. Et ce lieu n'est pas neutre. Il est mis en relation avec une loi, un ordre du monde ou une volonté divine. Un point important à souligner ici, les religions ne cherchent pas à expliquer comment fonctionne la conscience. Elles cherchent à répondre à une autre question, que signifie être conscient et qu'est-ce que cela implique pour la manière de vivre. La conscience est donc pensée moins comme un mécanisme que comme une orientation, une capacité à répondre, un rapport à une transcendance ou à un ordre supérieur. Cette approche a une conséquence majeure, elle renforce l'idée que la conscience n'est pas réductible au corps, ne disparaît pas entièrement avec lui, possède une forme de continuité ou de valeur propre. Cela explique pourquoi, pendant des siècles, la conscience et l'âme ont été pratiquement indissociables dans la pensée occidentale comme orientale. Mais cette vision va aussi poser problème. À force d'être liée au sacré, la conscience devient difficile à interroger librement. Elle est protégée par le dogme, encadrée par la croyance et soustraite au doute. Or, à partir d'un certain moment de l'histoire, une nouvelle exigence apparaît, celle de penser par soi-même, de questionner, de comprendre sans se reposer uniquement sur la révélation. À partir d'un certain moment de l'histoire, une transformation discrète mais décisive s'opère. L'être humain ne se contente plus de recevoir des récits sur ce qu'il est, il commence à interroger directement sa propre expérience. C'est la naissance de la philosophie. Avec la philosophie, la conscience cesse progressivement d'être seulement une âme donnée par le divin, un principe sacré ou une évidence protégée par la tradition. Elle devient un objet de questionnement rationnel. Les philosophes ne demandent plus seulement comment faut-il vivre, ils demandent qu'est-ce que penser, qu'est-ce que percevoir, qu'est-ce que je qui fait l'expérience du monde. Un point essentiel apparaît alors, la conscience est reconnue comme le point de départ de toute connaissance. Avant de parler du monde, il faut parler de celui qui perçoit le monde. Autrement dit, le réel n'est jamais donné en soi, il est toujours donné à quelqu'un. La conscience devient ainsi le centre de gravité de la réflexion. Progressivement, le vocabulaire change. On parle moins d'âme au sens religieux et davantage d'esprit, de pensée, de raison, d'intellect. Ce changement n'est pas anodin, il marque un déplacement du sacré vers l'analyse, de la révélation vers l'argumentation. La conscience n'est plus seulement ce qui relie l'homme à un ordre supérieur, elle devient ce par quoi l'homme se comprend lui-même.
Mais ce mouvement a une conséquence majeure. En cherchant à clarifier la conscience, la philosophie commence à la séparer du monde. Le sujet, celui qui perçoit, pense, doute, se distingue de plus en plus de l'objet, ce qui est perçu. La conscience devient un espace intérieur, un lieu privé, distinct du corps et du monde extérieur. Cette séparation va structurer durablement la pensée occidentale. À ce stade, la conscience est déjà profondément transformée. Elle n'est plus seulement une présence vécue, un principe vital, une responsabilité morale, elle devient un problème théorique. Un problème central mais aussi fragile. Comment relier l'expérience intérieure au monde extérieur? Comment relier l'esprit au corps? Comment expliquer que des pensées puissent surgir d'un organisme matériel? Et plus la philosophie affine ses concepts, plus une tension apparaît. La conscience est devenue le fondement de la connaissance, mais elle est aussi ce qui résiste le plus à l'explication. C'est précisément cette tension qui va préparer l'étape suivante. Car à mesure que la pensée devient plus rationnelle, une nouvelle ambition va émerger, celle de traiter la conscience comme un phénomène explicable au même titre que les autres phénomènes naturels. Avec l'entrée dans l'époque moderne, quelque chose change profondément dans la manière de comprendre le monde. La nature commence à être décrite en termes de lois, mécanismes, causes et effets mesurables. Cette nouvelle approche est extrêmement efficace. Elle permet des avancées majeures en physique, en biologie, en médecine, en technologie, mais elle a une conséquence inattendue. Dans ce nouveau cadre, la conscience ne rentre plus facilement. Le monde peut désormais être décrit comme un ensemble de phénomènes objectifs, des corps en mouvement, des systèmes matériels, des processus observables de l'extérieur. Or, la conscience, elle, ne se présente jamais ainsi. Elle n'est pas observable comme un objet, elle n'est pas accessible que de l'intérieur, elle est vécue, pas mesurée. C'est à ce moment précis que la conscience change de statut. Elle n'est plus une évidence intégrée, un principe vital partagé, ou encore un fondement accepté, elle devient un problème théorique. Une séparation s'installe durablement, d'un côté un monde matériel, mesurable, explicable, des corps, des organes, des mécanismes, et de l'autre, une expérience intérieure, des pensées, des sensations, des perceptions, un point de vue subjectif. La question devient alors inévitable. Comment quelque chose d'aussi subjectif peut-il émerger d'un monde décrit comme purement matériel? Cette difficulté va marquer toute la pensée moderne. Plus la science progresse dans la description du monde extérieur, plus la conscience semble résister. On peut expliquer comment un muscle se contracte, comment un signal nerveux se propage, comment un comportement se déclenche, mais expliquer pourquoi il y a une expérience vécue, pourquoi il y a quelque chose que ça fait, semble d'un autre ordre. À partir de là, deux attitudes vont se dessiner. Certains vont considérer la conscience comme secondaire, dérivée, voire illusoire. D'autres vont la considérer comme irréductible, fondamentale, impossible à dissoudre dans les mécanismes. Mais dans les deux cas, le constat est le même. La conscience n'est plus une évidence tranquille, elle est devenue une énigme centrale. Et ce paradoxe est frappant. Jamais l'humanité n'a autant compris le fonctionnement du monde, jamais elle n'a eu autant de mal à comprendre ce qu'elle vit de l'intérieur. La conscience, qui était autrefois intégrée au monde, se retrouve isolée, enfermée dans l'individu. C'est précisément cette situation qui va rendre inévitable une nouvelle tentative, celle de l'aborder avec les outils les plus puissants disponibles à l'époque moderne. Après l'avoir vécu, raconté, ritualisé, moralement encadré, puis philosophiquement interrogé, une question s'impose. Peut-on expliquer la conscience de la même manière que les autres phénomènes naturels? C'est cette question qui va motiver l'approche scientifique. L'idée est simple mais ambitieuse. Identifier les mécanismes, localiser les processus, comprendre comment l'expérience consciente apparaît. À partir de ce moment, la conscience cesse d'être seulement une question culturelle ou philosophique, elle devient un objet d'étude empirique. C'est le point de départ de la nouvelle grande étape, celle où l'on va tenter de mesurer, modéliser et tester la conscience. Quand la science commence à s'intéresser sérieusement à la conscience, elle se heurte immédiatement à un problème fondamental. La science moderne repose sur un principe simple, observé sur les phénomènes objectifs, mesurables et reproductibles. Or, la conscience, par définition, ne se présente jamais ainsi. Elle n'est pas visible de l'extérieur, elle n'est pas directement mesurable, elle n'est accessible qu'à une seule personne, celle qui en fait l'expérience. Autrement dit, la conscience est subjective, alors que la science est objective. C'est là le point de tension central. Face à cette difficulté, la science n'a pas abandonné. Elle a changé de méthode. Plutôt que d'essayer d'observer la conscience directement, ce qui est impossible, elle a posé une autre question, beaucoup plus opérationnelle. Qu'est-ce qui change dans le cerveau et dans le comportement quand une expérience est consciente et quand elle ne l'est pas? C'est ce déplacement méthodologique qui rend l'étude scientifique de la conscience possible. Concrètement, les chercheurs travaillent avec trois types d'indicateurs. D'abord, les rapports subjectifs.
On demande à une personne ce qu'elle perçoit, ce qu'elle ressent, ce dont elle a conscience. Ces rapports sont indispensables, mais ils ne suffisent pas à eux seuls. Ils peuvent être imprécis, influencés par le langage ou biaisés par la mémoire. Ensuite, le comportement. On observe les temps de réaction, les choix, les erreurs, la capacité à rapporter une information ou à l'utiliser. Deux personnes peuvent être exposées au même stimulus, mais se comporter différemment selon qu'elles en ont eu conscience ou non. Enfin, et surtout, l'activité cérébrale. Grâce à l'imagerie et aux enregistrements neuronaux, les scientifiques observent ce qui se passe dans le cerveau, quand une information est perçue consciemment et quand elle reste inconsciente. Encore une fois, il ne s'agit pas de voir la conscience, mais d'identifier les corrélations fiables. C'est un point crucial à bien comprendre. La science ne prétend pas accéder à l'expérience vécue elle-même, elle identifie ce qui l'accompagne systématiquement. Autrement dit, elle ne répond pas directement à la question «Qu'est-ce que la conscience?», elle répond à une question plus modeste, mais plus solide: «Dans quelles conditions la conscience apparaît-elle?». Cette approche a une conséquence importante. Elle oblige à distinguer deux choses que l'on confond souvent, le traitement de l'information et l'expérience consciente. Le cerveau peut traiter énormément d'informations sans que nous n'en ayons conscience et sans que cela n'apparaisse dans notre vécu. La conscience n'est donc pas synonyme d'activité mentale. Elle est un cas particulier, bien précis, de cette activité. En adoptant cette méthode, la science ne réduit pas la conscience à une illusion, mais elle refuse aussi de la traiter comme un mystère intouchable. Elle accepte une position intermédiaire, mais exigeante. Étudier la conscience, c'est accepter de travailler sur ce qui est indirect, imparfait, mais testable. C'est à partir de ce cadre méthodologique que vont émerger les découvertes les plus fascinantes, car une fois que l'on accepte que la plupart de notre activité mentale est inconsciente, une nouvelle question devient inévitable: qu'est-ce qui fait la différence entre ce que le cerveau fait et ce que nous vivons consciemment? Quand on parle de conscience au quotidien, on a tendance à penser que ce que nous vivons correspond à ce que notre cerveau fait. Mais du point de vue scientifique, cette idée est largement fausse. En réalité, la majorité de l'activité mentale est inconsciente. Le cerveau perçoit, analyse, anticipe et décide en permanence, sans que cela n'apparaisse dans notre expérience consciente. Pour comprendre cela, les chercheurs distinguent généralement trois niveaux. D'abord le non-conscient. Il s'agit de tous les traitements cérébraux qui influencent notre comportement, modifient nos décisions et orientent nos actions, sans jamais apparaître dans notre vécu. Par exemple, des stimuli trop rapides pour être perçus, des automatismes appris, des ajustements moteurs ou perceptifs constants. Le cerveau agit, mais il n'y a rien à vivre. Ensuite, le préconscient. C'est une notion essentielle et souvent mal comprise. Une information préconsciente est traitée par le cerveau, potentiellement accessible à la conscience, mais pas encore vécue consciemment. Autrement dit, elle est en attente. Selon le contexte, l'attention ou l'importance de la situation, elle peut soit accéder à la conscience, soit rester ignorée. Enfin, le conscient. C'est le moment où une information apparaît clairement dans l'expérience vécue. Elle peut être décrite, utilisée volontairement et intégrée à un raisonnement. C'est ce que nous appelons intuitivement être conscient de quelque chose. Ce découpage permet de comprendre un point fondamental: le cerveau ne devient pas conscient de tout ce qu'il traite, il sélectionne. Et cette sélection est extrêmement stricte. À chaque instant, des milliers d'informations sont traitées, visuelles, auditives, corporelles, émotionnelles, mais seulement une infime partie accède à la conscience. Les expériences en psychologie cognitive sont très claires sur ce point. Des stimuli peuvent influencer nos choix, modifier notre comportement, déclencher une réponse, alors même que nous jurons ne rien avoir perçu. Et les mêmes mesures cérébrales confirment cela. Le cerveau a réagi, mais l'expérience consciente n'a pas eu lieu. Cela conduit à une remise en question importante. Être conscient n'est pas la norme, c'est l'exception. La conscience n'est pas un flux continu de ce qui accompagne tout ce que fait le cerveau. C'est un état particulier, rare et coûteux en ressources. Le cerveau fonctionne principalement en mode automatique et n'active la conscience que lorsque c'est nécessaire. Ce constat est souvent déstabilisant. Il donne l'impression que nous ne sommes pas aux commandes. Mais il permet surtout de comprendre le rôle réel de la conscience. Si tant de choses se font sans elle, alors sa fonction ne peut pas être de gérer le quotidien. La question devient donc: à quoi sert la conscience si le cerveau peut déjà tout faire sans elle? Mais avant d'y répondre, il faut comprendre ce qui se passe précisément dans le cerveau lorsqu'une information franchit le seuil et devient consciente. À ce stade, une question devient centrale. Si le cerveau traite énormément d'informations sans conscience, qu'est-ce qui se passe exactement au moment où une information devient consciente? Pendant longtemps, on a imaginé que la conscience apparaissait progressivement, comme un volume qu'on augmenterait peu à peu. Les données scientifiques racontent une autre histoire. Les expériences montrent que l'accès à la conscience fonctionne plutôt comme un seuil.
Une information peut être traitée par le cerveau, analysée, évaluée, sans jamais apparaître dans l'expérience vécue. Mais si certaines conditions sont réunies, alors quelque chose change brutalement. L'information n'est plus seulement traitée localement, elle devient globalement disponible. Concrètement, quand une information devient consciente, on observe plusieurs phénomènes simultanés. D'abord, une amplification. L'activité cérébrale associée à cette information augmente fortement, elle devient plus stable, plus intense, plus durable. Ensuite, une diffusion. L'information ne reste plus confinée à une zone spécialisée du cerveau, elle est partagée à grande échelle, avec les régions impliquées dans la mémoire, le langage, la prise de décision, la planification de l'action. Autrement dit, elle devient utilisable par l'ensemble du système. Les chercheurs parlent souvent d'un phénomène de type tout ou rien. En dessous du seuil, l'information est traitée, mais elle reste invisible pour le sujet. Et au-dessus du seuil, elle entre pleinement dans l'expérience consciente, elle peut être apportée, utilisée volontairement et mémorisée. Il n'y a pas vraiment d'état intermédiaire stable. Ce fonctionnement explique plusieurs choses très contre-intuitives. Par exemple, pourquoi on peut ne rien voir, puis soudain voir clairement. Pourquoi une information nous échappe pendant des secondes, puis devient évidente. Pourquoi l'attention joue un rôle central dans l'accès à la conscience. L'attention n'est pas la conscience, mais elle facilite le franchissement du seuil. Autre point essentiel, ce processus est coûteux pour le cerveau. Mobiliser de nombreuses régions, synchroniser l'activité, maintenir l'information active, tout cela demande de l'énergie. C'est une des raisons pour lesquelles le cerveau limite drastiquement le nombre d'informations conscientes à un instant donné. On peut voir le cerveau comme un ensemble de spécialistes qui travaillent en parallèle. La plupart du temps, chacun fait son travail dans son coin, efficacement et sans bruit, et quand quelque chose devient conscient, c'est comme si l'information était projetée sur un écran partagé, visible par tous les systèmes à la fois. Ce que la science met donc en évidence, ce n'est pas l'apparition d'une substance nouvelle, mais un changement d'échelle ou de coordination. La conscience correspond au moment où une information devient dominante, globalement accessible et intégrée à un récit intérieur. Mais une fois de plus, cette description pose immédiatement une nouvelle question, encore plus profonde. Si la conscience est un mécanisme aussi coûteux, aussi sélectif, alors elle doit servir à quelque chose de précis. Pourquoi le cerveau a-t-il développé un tel mode de fonctionnement? À ce stade, un constat s'impose. Si le cerveau peut percevoir sans conscience, décider sans conscience et agir sans conscience, alors la conscience ne peut pas être là pour gérer le quotidien. Elle est trop lente, trop coûteuse, trop limitée. La question devient donc incontournable. Pourquoi l'évolution aurait-elle conservé un mécanisme aussi exigeant? La conscience sert principalement à gérer ce que l'automatisme ne suffit plus à traiter. Dans la plupart des situations familières, le cerveau fonctionne très bien sans conscience. Marcher, conduire sur un trajet connu, reconnaître un visage, réagir à un danger immédiat, tout cela repose sur des circuits rapides, spécialisés, efficaces. Mais dès que la situation change, dès que quelque chose devient nouveau, ambigu, conflictuel, incertain, ces automatismes atteignent leurs limites et c'est là que la conscience entre en jeu. La conscience permet avant tout la flexibilité. Elle rend possible la prise en compte de plusieurs informations à la fois, la comparaison de scénarios, l'évaluation des conséquences à long terme et le changement de stratégie. Autrement dit, elle permet au cerveau de sortir de ses routines. Un autre rôle central de la conscience est l'apprentissage rapide. Le comportement automatique s'acquiert lentement, par répétition. La conscience, elle, permet d'apprendre en une seule fois. Une erreur marquante, une expérience forte, une prise de conscience soudaine. Ce type d'apprentissage serait impossible sans un accès conscient à l'information. La conscience joue aussi un rôle clé dans la coordination. Quand une information devient consciente, elle peut être utilisée simultanément par la mémoire, le langage, la prise de décision, la planification de l'action. C'est ce qui permet de formuler un raisonnement, d'expliquer ce que l'on fait, de justifier un choix et de communiquer une intention. La conscience rend l'information partageable à l'intérieur comme à l'extérieur. Un point important à souligner, la conscience n'est pas synonyme de contrôle total. Elle ne décide pas de tout, elle ne crée pas les pensées à partir de rien, elle agit plutôt comme un espace de mise en commun, où différentes tendances, impulsions et informations peuvent être comparées. C'est un lieu de délibération, pas un centre de commandement absolu. Vu sous cet angle, la conscience apparaît moins comme un luxe philosophique que comme une solution pragmatique à un problème très concret. Comment un système complexe peut-il s'adapter rapidement à des situations nouvelles et imprévisibles? La réponse semble être en rendant certaines informations globalement accessibles pendant un temps limité. Mais même avec cette compréhension fonctionnelle, une chose reste frappante, la science peut expliquer à quoi sert la conscience, quand elle apparaît et comment elle modifie le fonctionnement du cerveau, mais elle présente encore des zones floues, notamment lorsqu'on s'approche des cas limites, et c'est précisément là que les choses deviennent encore plus fascinantes. Pour les scientifiques, les situations les plus éclairantes ne sont pas toujours les cas normaux, ce sont souvent les cas limites, ceux qui ne rentrent pas bien dans les catégories, qui obligent à affiner les concepts et à revoir les définitions. La conscience ne fait pas exception.
Prenons le premier exemple, le coma et les états apparentés. Pendant longtemps, on pensait la conscience de manière binaire. Soit une personne est consciente, soit elle ne l'est pas. Les recherches récentes ont montré que cette vision est trop simple. Chez certains patients qui ne parlent pas, ne bougent pas et ne répondent pas aux stimuli, on observe pourtant une activité cérébrale compatible avec une forme de conscience. Autrement dit, l'absence de réponse ne signifie pas toujours absence d'expérience. Ce constat a profondément modifié la manière dont les cliniciens évaluent l'état de la conscience. Autre cas fascinant, l'anesthésie générale. Sous anesthésie, le cerveau continue de fonctionner, il traite encore les informations, mais l'expérience consciente disparaît. Ce qui intéresse les chercheurs, ce n'est pas seulement le fait que la conscience s'éteigne, mais comment elle s'éteint. Les données montrent que les traitements locaux persistent, mais la communication globale entre les régions cérébrales se désorganise. Autrement dit, ce n'est pas l'activité qui disparaît, c'est la coordination à grande échelle. On retrouve un phénomène similaire pendant le sommeil profond. Le cerveau est actif, parfois très actif, mais l'accès à la conscience est fortement réduit. Là encore, ce n'est pas l'information qui manque, c'est la capacité à la rendre globalement disponible. Ces informations renforcent l'idée que la conscience dépend moins de l'activité en soi que de la manière dont cette activité est intégrée. Un autre cas particulièrement instructif est celui des cerveaux divisés. Chez certains patients, une intervention chirurgicale a séparé les connexions entre deux hémisphères cérébraux. Le résultat est surprenant. Selon la tâche, une partie du cerveau peut avoir accès à une information que l'autre partie ignore totalement. Cela suggère que la conscience n'est pas nécessairement unique, elle peut être fragmentée ou dépendre de réseaux spécifiques. Encore une fois, cela complique toute définition simple. Ces cas limites montrent une chose essentielle, la conscience n'est pas un interrupteur. Elle n'est ni simplement allumée ni éteinte. Elle varie en intensité, en contenu, en stabilité et en organisation. Elle peut être présente sans communication ou absente malgré une activité cérébrale riche. Pour les scientifiques, ces situations sont précieuses. Elles permettent de tester des théories et de vérifier ce qui est nécessaire à l'expérience consciente et ce qui ne l'est pas. Mais elles rappellent aussi une réalité incontournable. Plus on étudie la conscience de près, et plus elle se révèle complexe. Et c'est ici que l'on touche une limite importante de l'approche scientifique. Même en comprenant très bien quand la conscience apparaît, dans quelles conditions elle disparaît et comment elle se modifie, une question continue de résister, ce qu'on appelle le hard problème de la conscience. Pourquoi ces processus sont-ils accompagnés d'une expérience vécue? Arrivé ici, il est essentiel de faire une pause. Pas pour remettre en cause la science, mais pour être intellectuellement précis. Car à ce stade, la science de la conscience a accompli quelque chose d'impressionnant. Elle explique aujourd'hui quand une information devient consciente, dans quelles conditions la conscience disparaît, ce qui change dans le cerveau quand une expérience est vécue, à quoi sert la conscience d'un point de vue fonctionnel. Sur tous ces points, il existe des données solides, reproductibles et cohérentes. Mais malgré ces avancées, une question demeure intacte. Une question simple à formuler, et pourtant extraordinairement difficile à résoudre. Imaginons un instant un scénario idéal. Imaginons que nous disposons d'une description parfaite du cerveau humain. Chaque neurone, chaque connexion, chaque signal, chaque interaction. Nous savons exactement comment le cerveau traite une information, comment il prend une décision, comment il produit un comportement. La question devient alors, en quoi cette description explique-t-elle le fait que tout cela soit vécu? Prenons un exemple concret. La science peut expliquer avec grande précision comment une lumière d'une certaine longueur d'onde stimule la rétine, comment l'information est traitée dans le cortex visuel, comment le cerveau distingue les couleurs et comment cela influence nos actions. Mais une question reste ouverte. Pourquoi ce traitement est-il accompagné d'une expérience subjective du rouge? Pourquoi il n'y a pas simplement des signaux électriques, des calculs neuronaux et des réponses automatiques sans aucune sensation vécue? C'est ici que se situe le point de blocage fondamental. Toutes les explications scientifiques actuelles répondent à des questions du type comment le système fonctionne-t-il, que fait le cerveau et à quoi sert ce mécanisme. Mais elles ne répondent pas directement à cette question, pourquoi il y a quelque chose que ça fait d'être ce système. C'est exactement ce décalage que le philosophe David Chalmers a nommé le hard problème de la conscience. Il ne l'a pas appelé difficile parce qu'il serait techniquement compliqué, mais parce qu'il semble être d'un autre ordre. Pour bien comprendre, il faut distinguer deux types de problèmes. Les problèmes faciles, au sens scientifique, ils sont dits faciles non pas parce qu'ils sont simples, mais parce que l'on sait comment les aborder. Par exemple, comment le cerveau discrimine une forme, comment l'attention fonctionne, comment une décision est prise, comment une information est rapportée verbalement. Ces questions sont complexes, mais elles portent toutes sur des fonctions observables. Elles sont accessibles aux méthodes classiques de la science. Le hard problème ne porte pas sur ce que le cerveau fait, il porte sur le fait que tout cela soit vécu de l'intérieur. Même si tu expliques parfaitement chaque fonction, chaque mécanisme et chaque comportement, tu peux toujours poser cette question, pourquoi ce fonctionnement n'est-il pas totalement avide? Pourquoi n'y a-t-il pas simplement un organisme extrêmement complexe, capable de parler, de décider, d'agir, sans jamais rien ressentir?
C'est là que le problème devient vraiment vertigineux. Aucune description objective du cerveau, aussi détaillée soit-elle, ne contient en elle-même la douleur ressentie, la couleur perçue ou encore l'émotion vécue. La science décrit le monde à la troisième personne, l'expérience consciente n'existe qu'à la première personne. Et c'est précisément ce fossé entre description objective et vécu subjectif que le hard problem met en lumière. Il est crucial d'être clair sur un point. Le hard problem ne nie pas les avancées scientifiques, ne dit pas que la conscience est magique et ne dit pas qu'elle est inexplicable par principe. Il dit simplement ceci: expliquer le fonctionnement n'est pas encore expliquer l'expérience. Et c'est précisément pour cette raison que la conscience demeure un sujet fascinant. Elle est suffisamment comprise pour être étudiée sérieusement et suffisamment mystérieuse pour continuer à poser question. Elle se situe à la frontière entre ce que nous pouvons mesurer et ce que nous vivons. Arrivé à ce point, une chose devient claire. La conscience n'est plus seulement un phénomène biologique, un objet scientifique ou un problème philosophique, elle devient une question ouverte sur notre avenir. Pendant longtemps, nous avons cherché à répondre à une seule question: qu'est-ce que la conscience? Aujourd'hui, une autre question émerge progressivement: que pouvons-nous faire de la conscience? Les recherches récentes suggèrent une chose importante: la conscience n'est probablement pas un état unique et figé. Elle semble exister sous différents niveaux, différentes intensités, différentes formes d'organisation, entre l'automatisme, l'attention diffuse, la conscience focalisée et des états de présence plus stables. Il n'y a pas une rupture nette, mais un continuum. Cela change profondément notre manière de penser la conscience. Elle n'est plus seulement quelque chose que l'on a, mais quelque chose que l'on peut cultiver, stabiliser et approfondir. C'est dans ce contexte que la pleine conscience a suscité un intérêt croissant, y compris dans la recherche scientifique. Non pas comme une croyance ou une doctrine, mais comme une méthode d'observation subjective, permettant d'étudier plus finement le fonctionnement de l'attention et de l'expérience vécue. Ces pratiques reposent sur un principe simple: observer ce qui se passe lorsque l'attention cesse d'être constamment orientée vers le passé ou le futur. Les résultats convergent vers un constat intéressant. Dans ces états, les pensées continuent d'apparaître, mais elles occupent moins l'espace mental, elles sont perçues avec davantage de distance. L'expérience ne disparaît pas, mais sa structure change. Le rapport au temps, en particulier, est modifié. Le temps continue d'exister comme cadre de l'expérience, mais il cesse d'en être le moteur principal. L'expérience consciente apparaît alors moins comme un flux dominé par la mémoire et l'anticipation, et davantage comme une présence continue. Ce point a des implications conceptuelles importantes. Dans l'expérience ordinaire, la conscience semble toujours être prise dans le temps, mais ces observations suggèrent qu'elle pourrait aussi être comprise comme ce à partir de quoi le temps est vécu. Autrement dit, le temps est une dimension de l'expérience consciente, plutôt que son fondement ultime. À partir de là, une question plus fondamentale se pose: tout ce que nous expérimentons, le monde physique, notre corps, notre cerveau lui-même, nous ne l'expérimentons jamais directement. Nous l'expérimentons à travers la conscience. Autrement dit, il n'existe pas d'expérience du monde qui ne passe pas par une expérience consciente. Cela conduit naturellement à une interrogation simple: la conscience est-elle seulement un produit tardif de la matière, ou est-elle une condition nécessaire pour qu'il y ait une expérience, quelle qu'elle soit? Il est important d'être très clair ici. Il ne s'agit pas d'une conclusion scientifique établie, il ne s'agit pas non plus d'une vérité métaphysique affirmée. Il s'agit d'un changement de point de vue. Traditionnellement, on pose la question ainsi: comment la matière produit-elle la conscience? Mais on peut aussi poser la question autrement: comment la matière nous apparaît-elle dans l'expérience consciente? Ces deux questions ne disent pas la même chose. Elles ne s'excluent pas, mais elles n'organisent pas le problème de la même manière. Ce déplacement ne remet pas en cause la science, il ne remplace ni les modèles ni les explications neuroscientifiques, il rappelle simplement un fait souvent oublié: tout ce que nous savons du monde, y compris ce que nous savons de la matière et du cerveau, nous le savons par l'expérience consciente. La conscience n'est donc pas seulement un objet à expliquer, elle est aussi le point de départ de toute explication. Dans ce contexte, la recherche progressera probablement en confrontant différents points de vue entre les neurosciences qui décrivent les mécanismes, la philosophie qui interroge les concepts, et l'expérience vécue qui reste le point de départ de toute réflexion. Comprendre la conscience ne consiste peut-être pas à la réduire à un mécanisme unique, mais à reconnaître qu'elle est toujours déjà là quand nous cherchons à comprendre quoi que ce soit. Elle n'est pas seulement un objet d'étude, elle est aussi la condition même de toute étude. Comprendre la conscience, ce n'est peut-être pas l'expliquer complètement, mais plutôt reconnaître qu'elle précède toute tentative d'explication. Elle n'est pas seulement ce que nous cherchons à comprendre, elle est ce à partir de quoi toute compréhension commence. Et tant qu'il y aura une expérience vécue, un point de vue, la question de la conscience restera ouverte, non comme un mystère à entretenir, mais comme une limite réelle de toute connaissance.